Promis, dans cet épisode, on vous parlera pas de Donald ou de Elon ou de Mark. Non, promis. Et en même temps, disant ça, je me dis que peut-être qu'on se prive d'une certaine audience, les gens qui sont en mal de dopamine ou autres substances générées naturellement et qui tout d'un coup s'excitent comme des petits fous dès qu'on parle de ces choses-là. Non, nous n'irons pas par là. Je vous le dis, je vous le dis. 478e épisode des Technos, l'épisode du 22 janvier 2025, c'est écrit en grand dans mon écran, donc c'est le premier truc que je lis. Avec moi pour cet épisode, nous avons un Sébastien Barbu. Ah, c'est moi. C'est lui. Et de l'autre côté, nous avons un Xavier. Hello. Jaune. Non, c'est chaque fois les trucs qui nous caractérisent. Pardon ? C'est la caméra, oui. C'est l'image sur la caméra. Parce que... Oui, c'est la caméra. Les caméras sont comme ça, c'est caméra. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un épisode, évidemment, avec plein d'actualités. Écoutez, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que n'oubliez pas d'écouter nos hors-série. Vous le savez, on a sorti le gros sujet de l'épisode, on l'a sorti de l'épisode pour le mettre en hors-série. Comme ça, vous pouvez le consommer un petit peu plus tard, quand vous voulez, ou pas. Et donc, n'oubliez pas que le dimanche, normalement, ça va se passer comme ça, se présenter 2 fois de cette manière-là, donc je pense qu'on va continuer comme ça. Le dimanche, en fin de journée, au début de soirée, vous avez droit à votre bonus ou votre hors-série. Et je ne sais absolument pas de quoi il sera question cette semaine, donc je vais pas trop m'avancer. Ceci dit, les 2 autres, si vous ne les avez pas encore écoutés ou regardés, ils sont évidemment toujours à votre disposition. Il s'agit du débrief du CES, qui est maintenant un peu vécu, faut le dire, mais aussi d'un véhicule lunaire, puisqu'il y a un rover lunaire exposé à Compiègne qui a été voir nos amis Sébastien, l'autre Sébastien et Aurélien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Si vous le voulez bien, on va attaquer avec notre premier sujet de cet épisode. Qualcomm annonce l'arrivée imminente de casques équipés de la technologie X-Pan. C'est quoi ? C'est un dérivé du Wi-Fi, si je comprends bien, ou pas ? Ou c'est... Alors, comment ça marche ? c'est une puce de Qualcomm qui a été annoncée déjà il y a un petit temps, qui veut utiliser le Wi-Fi pour transmettre l'audio. Ils avaient annoncé ça, si je ne me trompe pas, en 2023 pour les casques audio. Et on n'a pas encore vu de produit qui exploitait ça. Et en fait, voilà, Qualcomm a annoncé ici que tout prochainement, on verrait les premiers casques équipés de cette fameuse puce qui utilise une technologie qui s'appelle X-Pan. C'est l'abréviation de Expanded Personal Area Network. Donc c'est de la transmission audio via Wi-Fi. La première réaction que moi j'ai eue, c'était de me dire, mais moi j'ai pas envie de dépendre du Wi-Fi pour utiliser mon casque. On n'a pas un réseau Wi-Fi partout, etc. Heureusement, c'était avant que je lise complètement l'information et la connectivité Bluetooth est assurée malgré tout avec ces fameux casques. Donc l'objectif c'est quoi ? C'est que contrairement au Bluetooth qui a une portée qui est plutôt limitée, la transmission audio via Wi-Fi va permettre de couvrir des zones plus vastes. Parce que si vous êtes dans un bâtiment où il y a une couverture Wi-Fi qui est correcte quand vous vous baladez, ben en fait vous pourriez vous déplacer librement dans votre domicile, dans le bureau ou dans d'autres espaces qui sont équipés de Wi-Fi sans avoir d'interruption de signal et tout en laissant votre smartphone à un endroit à l'endroit de votre choix ou bien même un autre appareil parce qu'on n'est pas toujours connecté avec son casque à un smartphone, on peut l'être à son ordinateur portable, on peut être à des chaînes Wi-Fi, etc. La qualité audio va être améliorée parce que la technologie X-Pan va offrir une transmission audio sans perte en 24 bits 96 kHz et va donc assurer une qualité sonore qui sera optimale sans faire de concessions sur la consommation d'énergie. Donc ça va pas être plus gourmand en termes de consommation d'énergie. C'est ce qui m'inquiétait aussi quand j'avais vu cette annonce. Je me suis dit mais le Wi-Fi ça consomme vraiment beaucoup plus que le Bluetooth et encore plus le Bluetooth low energy et ce genre de choses.
chose. Et on va avoir une commutation transparente entre donc un basculement automatique entre le Wi-Fi et le Bluetooth. Ça veut dire que vous allez être en Bluetooth quand vous êtes à proximité de votre appareil source, et lorsque vous vous éloignez, eh bien le système va basculer automatiquement sur le Wi-Fi, et donc ça va garantir une expérience tout à fait fluide, avec une conservation de niveau de signal tout à fait parfaite. Alors évidemment, ça a été dans un premier temps, cette puce, elle va être utilisée pour ces casques sans fil. Qualcomm, donc qui a créé cette puce, a annoncé qu'ils allaient vraiment sortir de manière imminente les premiers casques. Donc peut-être que c'est suite aussi au CES, etc., qu'on va voir ça. Mais donc voilà, moi j'étais dubitatif à première vue, et puis au final, le fait que ce soit transparent, etc., je pense que ça me convaincrait pas de changer de casque, mais à choisir, pourquoi pas. Je sais pas ce que vous en pensez. La nouveauté, parce que du son via le Wi-Fi, Sonos le fait, d'autres le font aussi. C'est pas nouveau. Par contre, c'est vraiment la puce qui est utilisée dans les buds, donc les petits écouteurs. C'est ça la différence en fait. On n'a pas dit que le son par le Wi-Fi, c'est quelque chose qui est géré. Non, mais c'est la technologie aussi, avec cette technologie. Le fait de basculer automatiquement de l'un à l'autre, etc. C'est voilà, à tester, effectivement. Je sais pas, on n'a pas beaucoup parlé de son, parce que c'est marrant, on parle d'écouteurs, mais de qualité sonore ou autre, ou de qualité des convertisseurs. Manifestement, ce serait quand même du 24 bits 96 kHz, donc de quoi faire passer tout ce qu'il faut où il faut. On va pas confondre le son d'un triangle avec une flûte traversière. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, je le sens un peu dubitatif ou pas. Oui, parce que au niveau du Wi-Fi, je me disais tiens, c'est peut-être du Wi-Fi direct comme ça. Mais alors là, t'as aussi de toute façon une certaine limite de distance. Mais non, ils utilisent ton vrai Wi-Fi, donc ça veut dire que tes écouteurs vont avoir une adresse IP. Mais du coup, il faut aussi que là, ça marche pas sur tous les réseaux. Il faut que tes devices puissent se parler entre eux. Et moi, par définition, sur le Wi-Fi, c'est plutôt le genre non, tu ne te parles pas. Parce que voilà, il est hors de question de faire confiance à tout ce qui se connecte au Wi-Fi. Donc, ça, c'est le il y a quand même pas mal de routeurs qui n'acceptent pas de base non plus que les appareils se parlent. Donc, il va falloir bidouiller un peu. Et quand tu es juste en train de connecter tes écouteurs, c'est peut-être pas si évident que ça fonctionne facilement pour madame et monsieur tout le monde. Donc la limite sera peut-être dans la sécurité au niveau des réseaux. Oui, peut-être l'activation de certains ports et pas d'autres peut garantir un semblant de sécurité. J'imagine, je vais mettre une IP fixe sur mes écouteurs. Et puis l'autre truc, alors je suis d'accord qu'on ne fait pas partie de la masse de la population, mais sur des réseaux classiques privés, chez moi, je commence à être un peu limité. Mais c'est peut-être ton sur smartphone ou ton IP. portable qui initie la connexion, en fait, tu vois. Est-ce que c'est Ils disent qu'ils doivent être sur le même réseau. Oui, mais si ton smartphone est déjà sur ton réseau et ton PC ils doivent se parler. Donc, l'un comme l'autre, ils ne pourront pas se parler si ton routeur n'en a pas envie. Par défaut, la plupart maintenant ne limitent. Il reste une zone de flou. Ouais. C'est pas si évident. Ce sera pas si évident. Oui, c'est ça. C'est bon. Affaire à suivre. Si quelqu'un utilise cette technologie, si vous avez l'intention de faire l'acquisition d'écouteurs de ce type-là, avec cette technologie-là, dites-le nous. On serait content d'en savoir plus. Et si ça nous tombe dans les mains, sans doute qu'on le testera aussi, mais c'est pas dit parce que il y a très peu de choses qui nous tombent dans les mains de manière très naturelle. On court pas après, à part les bics. Oui. On court pas après les tests, nous, c'est pas notre truc. Donc, mais si ça arrive, on crachera pas dessus. Il faut être tout à fait honnête. Contrairement à ce que dit dans les podcasts, face caméra, etc. Et joue les gros bras en disant « Ouais, moi je suis un vrai dur, les gars, je vais tout arrêter, je vais tout casser, j'arrête le fact-checking sur toutes les plateformes méta. » Je parle de Mark Zuckerberg, évidemment. Contrairement à ce qu'il a dit, pour
pour faire un petit peu plaisir à tonton Donald. Ce sera pas le cas partout. Non. Et de manière dont tu l'introduisais, ça me faisait un peu penser à Patrick Bruel dans ses tout débuts. Tu vois, c'est un peu c'est un peu ça, Marc, tu vois. Ouais. C'est avec une voix un peu efféminée, mais c'était un peu dans les sketchs. Et donc, c'est effectivement, donc, Meta va continuer le fact-checking en dehors des États-Unis. Et Google, dans le même temps, je reviens juste après, a annoncé à la Commission européenne en disant « Nous, vous pouvez vous brosser, on va pas le faire. » Alors, comment, pourquoi ? Parce que pour le moment, ça tourne un peu dans tous les sens avec tonton Donald qui, en arrivant à la Maison-Blanche, toute la tech a changé. Oui, Google peut se taire, merci. On est écouté par la tech. Je vais parler un petit peu moins fort. Dis Donald. Et donc, ils ont tous décidé de changer leurs règles sur la modération et sur le fact-checking. Effectivement, X dit « Oh, maintenant c'est fini ». Meta, c'est fini, on va revenir à une modération classique, et encore, on pourra dire un peu ce qu'on veut, même si c'est hyper choquant, pour nous avec nos yeux d'Européens. Et en fait, ils ont fait à côté une petite annonce en disant « Non, vous inquiétez pas, en dehors des États-Unis, on continue le fact-checking ». Donc, le fact-checking, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est sur un fait ou une news qui est publiée, que des médias qui ont été triés sur le volet puissent dire « Oui, mais non, en fait, ce qu'ils racontent, c'est faux ». Et donc là, c'est vraiment des personnes de confiance qui vont pouvoir vous dire « Cette information est vraie, elle n'est pas vraie ». Et donc après, effectivement, ça évite de relayer de fausses informations. Voilà, et en Europe, on essaye quand même d'éduquer nos concitoyens, et on se dit pas juste qu'ils vont pouvoir chercher, parce que voilà, on essaye de les éduquer directement à la source en disant « Attention ». Les lire d'autres sources. Ouais. Donc voilà, ça continue et pour le moment c'est pas prévu de le couper en Europe en tout cas. Donc on est sauvé, on va espérer d'une certaine manière. Et en même temps, Google à quelques heures envoie une lettre à Nicolas Reinat en disant donc député général du responsable, la Commission européenne. Il nous a dit vous nous avez demandé d'avoir nous du fact-checking sur YouTube, mais c'est hors de question parce que voilà, nous c'est pas notre manière de fonctionner, on n'a pas l'habitude de faire du fact-checking, c'est plutôt sur la longueur de la vidéo. Si, dès que ça dépasse une certaine longueur, c'est ah non, ça c'est mauvais. C'est un peu, c'est pas dans nos algos. Nous, on fait pas dans nos algos pour faire du ranking. On n'utilise pas le fact-checking. Non. C'est pas. Et donc, on n'a pas envie de rajouter ça dans nos algos. Ce serait compliqué. Et on préfère utiliser de la modération classique parce que notre modération, elle fonctionne bien. Donc voilà, il risque d'y avoir des petites discussions en Europe. Je pense que c'est une boîte de Pandore qui a été ouverte ces dernières semaines et on va avoir beaucoup de sujets ces prochains mois sur les réseaux sociaux. Ah oui, Donald l'a encore dit. L'Europe, ils sont pas gentils, ils sont pas sympas. Allez, 20% de taxes douane. Alors, peut-être que l'Europe et certaines sociétés vont enfin comprendre que de donner de 80 à 90% de nos budgets publicitaires qui il y a 10 ans étaient en Europe vers les États-Unis, peut-être que c'est peut-être un peu déconné. Ouais. Donc, il y en a peut-être des gens qui devraient se réveiller, quoi. Ouais. Bref, tout ça est en train de bouger, tout cela est très politique, évidemment, on essaye toujours de ne pas en faire, mais il y a des moments où franchement, quand ça déborde comme ça, ça dérape, en gros, on se sent un petit peu obligé quand même de donner notre petit grain de sel, mais sous l'angle technologique, et ici, Google d'un côté, Meta de l'autre, on va voir ce que va faire Elon. Elon ne va pas faire grand-chose en Europe, je pense. Non, je pense pas. Non. Déjà, il est sur le point de racheter TikTok, donc voilà. Je suppose qu'il va fermer X pour l'Europe. Mais non, il y a besoin de X en Europe. Oui, c'est ça. C'est dingue d'avoir appelé ce réseau comme son fils. Ou est-ce que c'est son fils qui s'appelle comme le réseau ? Enfin, il avait X avant son fils. Avant le réseau. Il avait une boîte X avant.
Oui, et puis son fils X était là avant qu'il achète Twitter. Donc, c'est quand même bizarre. Enfin, et il a un truc avec le X. Oui, il a la lettre X dans ses agendas, machin, etc. Ça va être compliqué à un moment donné à gérer, quoi. En même temps, déjà juste ton nom au Scrabble, avec le K. Mais son petit garçon qui est mignon comme tout, soit dit en passant, avoir un prénom pareil et déjà avoir le nom de domaine qui va avec, ça c'est quand même très très fort. Ça c'est la marque des grands. Voilà, parce que c'est pas un nom de domaine, c'est un peu cher quand même, hein, comme nom de domaine. Bref, on va arrêter de rigoler. Enfin, on peut continuer à rigoler, mais pas de ça. Et peut-être passer à autre chose, parce que il n'y a pas que ça dans l'actualité, évidemment. Caramba, encore raté. On va parler d'espace, donc forcément quand on parle d'espace, on parle de SpaceX, mais évidemment, oui. Mais pas que pour ça. Xavier, on va parler de selfies de nous depuis l'espace. C'est possible ou Voilà, donc je sais pas quel est l'endroit le plus inhabituel où vous avez fait un selfie, mais je sais pas si vous avez des idées par rapport à ça, mais en tout cas, voilà, je vais vous donner une nouvelle idée pour faire un selfie. En fait, c'est donc on sait que pour le moment, voilà, c'est un peu la mode de beaucoup d'influenceurs, de personnes de se prendre en photo devant un sujet ou autre, ou d'ailleurs avec ou sans raison. Et cette ère des selfies va atteindre un nouveau sommet puisque on a décidé un YouTuber, un ancien de la NASA qui s'appelle Mark Rober, un ancien ingénieur qui a décidé d'aller toquer à la porte de Google et T-Mobile parce qu'il a eu l'idée d'envoyer un Google Pixel, donc c'est les fleurons, les smartphones vraiment au sommet de la gamme de Google. Ils ont décidé de l'envoyer en orbite pour capturer des selfies depuis l'espace. Alors, l'idée, c'est pas de vous envoyer, vous, dans l'espace pour faire un selfie, mais c'est plutôt d'envoyer un Google Pixel dans un satellite qui va servir d'écran pour afficher votre selfie, et ils vont mettre sous ce satellite une petite caméra qui va prendre en photo la vidéo, enfin l'image plutôt, ou la photo affichée sur le Google Pixel de vous en train de prendre un selfie. Donc en gros, tout ça est filmé par un autre satellite qui est... C'est ça. Vous aurez une photo de vous affichée sur un appareil qui se trouve dans l'espace avec en arrière-plan la Terre. Alors donc c'est un projet qui s'appelle SatGus. Ça utilise SpaceX pour envoyer ce petit satellite, et Google Pixel a trouvé là une opportunité marketing pour faire un petit peu la pub de son système. T-Mobile, j'imagine aussi, puisqu'ils peuvent montrer que leur réseau est assez performant pour faire ça. Et donc, en fait, ce satellite, il a été lancé avec succès le 14 janvier 2025, donc cette année, depuis la base spatiale Vandenberg en Californie. Et c'est la mission Transporter 12 de SpaceX qui a fait ça, puisqu'on sait que maintenant, SpaceX a quand même fortement démocratisé l'envoi de petits satellites par rapport à ce qui était avant avec leurs fusées qui peuvent... redescendre et transporter plusieurs fois du matériel. Voilà, donc c'est un petit projet inhabituel qu'on a eu. Il y a une vidéo qui explique un petit peu tout ça aussi, puisque c'est un YouTuber qui a fait ça. Et donc voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez voir la vidéo. On n'est pas logé à la même enseigne. Hein. C'est-à-dire que lui, il fait ces trucs comme ça pour faire une vidéo. En gros, nous, on fait des vidéos pour parler de lui. Voilà. J'ai oublié de dire quand même que vous pourrez, si vous êtes propriétaire d'un Pixel, si vous êtes client T-Mobile, je crois que vous pourrez également utiliser ce petit satellite pour afficher un selfie de vous. Donc, voilà. D'accord, ok. Simplement, SpaceX, c'était juste le véhicule. Hein. Elon Musk n'a rien à voir là-dedans. C'était voilà. Ce que j'étais en train de parcourir
découvrir l'article qu'on partage, évidemment, comme toujours, on partage nos sources avec vous dans les notes de podcast. Je voyais que Blue Origin, ils avaient fait même mieux, ils avaient envoyé un YouTuber dans l'espace en 2022 avec le petit lanceur New Shepard, et ce qui est encore plus fort quelque part. Mais ici, c'est comme une débauche technologique pour un truc un peu égotique, j'ai envie de dire. Qu'en pense Sébastien ça... Ouais, mais bon, on peut pas envoyer tous les... Enfin, c'est une idée d'envoyer tous les youtubeurs dans l'espace. Bon, on aura la paix. C'est ça, pour les influenceurs. Voilà, mais c'est pas la solution. On va les envoyer sur Mars. C'est parti pour quelques années, normalement. C'est ça. Non, on peut pas faire ça. C'est pas possible. C'est pas... Si on peut. On veut, mais on peut pas. On peut tout maintenant. Ok. Bon. En tout cas, ce que je retiens de cette histoire-là, alors je sais pas si c'est un vrai pixel ou si c'est un truc customisé ou autre, mais si le smartphone fonctionne dans l'espace, après ce qu'il a traversé, c'est une bonne pub pour la marque. Alors, ils expliquent qu'ils ont dû faire un boîtier, un caisson, etc., qui protège le smartphone des radiations, etc., pour assurer une durée de vie assez importante. Donc, et qui recharge c'était quand même un petit enjeu technologique. Il y a un pauvre gars qui a été envoyé avec. Mais non, enfin voilà, c'est rigolo. Voilà. Moi, je trouve ça rigolo, mais en même temps, je trouve ça un peu faire mieux avec son argent, j'ai l'impression, mais c'est un avis très personnel, hein, pour le coup, là, je vous le dis franchement. Qu'est-ce qu'on fait après ? Attendez, parce que j'ai perdu ma conduite. Ah oui, c'est à moi, pardon, excusez-moi, c'est l'heure du bloc-notes. Parce que je regardais l'heure. Je regardais l'heure en même temps, je me dis c'est tôt pour le bloc-notes, mais non, c'est comme ça, c'est le bloc-notes, ce sont mes petites notes à moi. On contrôle avec un contrôle fiscal, le contrôle fiscal dans les Alpes-Maritimes qui s'appuie de plus en plus aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. C'est ce qui a permis de récupérer pas moins de 210 millions d'euros en 2023. C'est pas mal. L'intelligence artificielle est devenue l'outil indispensable du fisc pour récupérer les sommes non déclarées. Dans les Alpes-Maritimes, donc, la moitié des contrôles fiscaux est due à l'utilisation aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Et comment, vous demandez-vous ? Eh bien, c'est simple. L'outil d'IA permet de compiler toutes les vues aériennes et de détecter les biens non déclarés, comme par exemple les piscines ou les abris de jardin sur lesquels il y a des taxes. Le système compare donc le patrimoine immobilier par rapport aux revenus fonciers qui sont déclarés. L'intelligence artificielle analyse également certaines données sur Internet pour effectuer des recoupements et identifier la fraude. Donc, si vous habitez les Alpes-Maritimes, vous voilà prévenu, il va falloir bâcher la piscine et la cabane de jardin. Tu voulais dire un truc par rapport à l'intelligence artificielle qui n'a rien à voir avec le fisc, en l'occurrence, Xavier, qui a juste à voir avec l'intelligence artificielle. Pour vous prendre votre argent, puisque Trump a annoncé le lancement d'un projet qui s'appelle Stargate. C'est une initiative qui est dotée d'un budget de 500 milliards de dollars pour renforcer la position des États-Unis dans la course à l'IA, et c'est un programme qui concerne les sociétés Google, Microsoft, Nvidia notamment, qui sont associées pour ça. Et donc l'idée, c'est de faire des data centers, mais équipés de technologies avancées et liées à l'IA, avec les moyens qu'il faut pour en faire un grand nom de l'IA aux États-Unis, quoi. Le lien est double, c'est de l'IA et puis c'est Trump parce que contrôle fiscal. Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, parce que intelligence. Non, c'est pas ça. Artificiel. Le déploiement des drones de livraison Amazon Air rencontre des problèmes aux États-Unis et aussi un peu en Europe. Amazon a dû suspendre temporairement ses opérations de livraison par drone après des incidents impliquant 2 de ces drones en décembre dernier. Il s'agit, pour les connaisseurs, du modèle MK30 qui a été lancé en 2023. Ces incidents seraient liés à des problèmes logiciels et, d'après certaines sources, à des conditions météorologiques défavorables. Les autorités américaines surveillent de près le déploiement de drones d'Amazon et leurs impacts sur les riverains. Malgré ces difficultés, Amazon a réussi à effectuer ses premiers vols de drones Prime Air en Italie, dans la ville de San Salvo. Après Doom dans un CAPTCHA, on en a parlé, rappelez-vous, il y a 2 semaines dans l'épisode 476, eh bien le jeu culte Doom a maintenant été intégré dans un fichier Microsoft Word par des développeurs passionnés. Ce projet technique impressionnant permet de jouer à Doom en utilisant le format
bitmap, BMP si vous préférez, pour afficher les images. Évidemment, dans ces conditions-là, on n'a pas le son. Je me demande ce qu'ils ont foutu. Cette expérimentation créative, extrême et entremêlée, je vais y arriver, de nostalgie et d'innovation, souligne la capacité des fans à repousser les limites des outils traditionnels. Doom a déjà été porté sur de nombreuses plateformes inattendues, comme je le disais donc dans un captcha, et plus récemment encore dans un fichier PDF. C'est l'œuvre d'un ado connu sous le pseudonyme de Adding2210. Voilà qui soulève la question du prochain défi que les développeurs relèveront à propos de Doom. Je ne sais pas si l'un de vous a une idée pour déployer Doom sur ce qu'on a tout vu, hein. Même sur un test de grossesse, si je ne dis pas de bêtises. Donc il va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination, non non. Ouais, pas comme ça. Un tableau de bord, ça a peut-être déjà été fait, ça, non? Ouais, je pense que ça a été fait. Un tableau de bord d'une voiture récente. Ouais, possible. Ouais. Facile, c'est presque facile, là. C'est presque simple. C'est trop simple. Android auto. Ouais, non, ça c'est beaucoup trop simple. Oh là là. Réfléchissez. Réfléchissez-y, on en reparlera. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un endroit où on l'a pas fait. Non, cool. chiottes. Pardon. Non, pas aux chiottes. Sur les centrales nucléaires, les centrales chez nous en Belgique, on a mis pas les centrales, les tours de refroidissement, on a mis plein de LED. Ah donc, oui, c'est juste. On pourrait jouer à Doom sur pas con. Sur les tours de refroidissement. Je n'ai jamais vu ça. C'est vrai. Ou sur la sphère à Las Vegas. Là, non, bon, après, vu les trucs en bitmap en 320-240... Ça va être un peu compliqué. Faut regarder de loin. Et puis ça va prendre du temps à charger aussi. Le groupe General Motors, GM si vous préférez, a usé de pratiques de collecte et de revente massive de données personnelles de ses clients, sans leur consentement explicite, évidemment. GM a développé un dispositif de traçage très intrusif et instructif, captant toutes les 3 secondes la position et les données de conduite de millions de véhicules. Ces informations étaient ensuite revendues à des agences d'évaluation pour influencer les tarifs d'assurance des conducteurs. Suite à l'enquête de la FTC, la Commission fédérale du commerce américaine, GM a dû mettre fin à son programme Smart Drive, comme ils l'ont appelé, et rompre ses relations avec les entreprises à qui il revendait les données. La société doit désormais se conformer à un cadre beaucoup plus strict en matière de protection des données personnelles. Sous nos latitudes, il n'y a pas énormément de véhicules, il faut bien le dire, produits par le groupe GM, à part GMC, Cadillac, Chevrolet ou encore Buick. Malgré tout, GM, je le rappelle, c'est quand même un très gros constructeur d'automobiles. Dans l'oreillette, on me dit que cette information-là, elle a été publiée le 19 janvier, mais le 20 janvier, tout a changé. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, parce que peut-être que là, ça va être autorisé depuis hier, avant-hier. C'est le genre de choses qui peut-être va être plus, enfin en tout cas moins condamné, on va dire ça comme ça. On n'en sait rien, à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez quoi? Vos voitures vous suivent? Ou vous suivez vos voitures? Moi j'attends de voir avec la prochaine. Ah, voilà. Oui, et Seb? Oui, mais ça donne un peu de grain à moudre aux paranoïaques, hein. Bah, y a de quoi. Si tout d'un coup ta prime d'assurance augmente, tu te demandes pourquoi. C'est peut-être parce que t'as le pied un peu lourd. Ouais, qui sait, hein, ça va venir, hein, c'est certain, ça va venir. Bah, oui, mais c'est le plus tard possible, si vous voulez bien. On a déjà beaucoup parlé de montres connectées dans nos épisodes, pas de toutes les nouveautés évidemment, mais quand une nouveauté s'adresse à un public particulier, bah, ça vaut peut-être le coup d'en parler, d'en débattre éventuellement. Je sais pas qui parle de ça, c'est Seb. Il n'y a pas d'âge donc maintenant, il n'y a plus d'âge pour les montres connectées. Non, et alors qu'on fait cet enregistrement en parallèle du Samsung Galaxy Unpacked Event machin truc muche, qui annonçait pas mal de trucs dont on ne parlera pas forcément tous aujourd'hui parce que c'est pas possible et que forcément voilà. On peut pas tout faire en même temps. Quand même, hein, et donc on l'enregistre mercredi. Et donc il parle effectivement, il y a les sorties du nouveau S25 et du un nouveau Edge d'ailleurs, j'en profite, qui apparemment est un nouveau, ils sont tous nouveaux, hein. Oui. Un on nouveau a sorti téléphone.
Mais après, tu vas rire, mais c'est un peu ça. Ils ont sorti un nouveau Galaxy S25 Edge qui est en fait un Galaxy ultra fin pour concurrencer le futur iPhone fin. Ils prennent de l'avance. Donc comme ça, ils prennent un peu d'avance, on pourra le plier, s'asseoir dessus, on va revenir encore avec ce genre de truc. Je vous promets qu'on aura certainement ce genre d'article d'ici quelques mois. Je me suis assis, j'ai cassé mon téléphone. Donc, pour en revenir à nos moutons, juste avant, Samsung a annoncé, alors non pas, j'ai un petit peu menti, non pas une nouvelle montre pour enfants, mais une montre un peu plus ancienne qu'on peut transformer du coup en montre pour enfants. Alors en fait, c'est la Galaxy Watch 7, qui a déjà presque un an, je pense. Voilà, c'est pas non plus si vieux par rapport aux dinosaures, mais donc il y a un an en technologie, c'est quand même déjà loin. Et ils ont travaillé avec Google pour avoir un nouveau mode sur cette montre qui est le Galaxy Watch for Kids mode. Voilà, le mode enfant pour Galaxy Watch. Ils ont quand même été très très loin pour le chercher. Et grâce à ça, bien les enfants ne peuvent plus avoir accès qu'à certaines applications qui sont du coup surveillées par les enfants par les parents sur le Google Family Link et qui leur permet du coup de dire attention, ces numéros ils peuvent appeler parce que ça c'est papa maman en cas de problème, ils peuvent les surveiller, savoir où ils sont parce que voilà c'est un point effectivement qui est souvent remis en avant par les parents en disant j'ai envie de savoir où sont mes enfants s'il y a un problème. Il y a de la 4G sur cette montre, donc ils peuvent savoir effectivement où ils sont en permanence, ce qui peut effectivement faire des abus après, parce que vraiment on peut savoir, il faut aussi parfois laisser un peu de liberté, pas forcément à des jeunes enfants, mais on a vu des abus en Belgique il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques jours à peine, de parents qui enregistraient, qui avaient mis des mouchards dans les cartables de leurs enfants pour enregistrer ce qui se passait en classe. Oui. Donc voilà, faut rester un petit peu les pieds sur terre avec ce genre de techno. Et donc c'est dans certaines situations, ça peut avoir son usage. J'en ai eu pour mes enfants, c'était des montres plutôt chinoises à l'époque qui marchaient pas très bien, pas très longtemps. Ici, au moins on a une marque de qualité avec une montre de qualité pour adultes qui est rebrandée comme ça pour enfants avec des options SOS. Dans certaines situations, quand tu pars en vacances dans un parc d'attractions, tu sais qu'il y a beaucoup de gens, tu sais qu'il y a un risque de perdre ton enfant, tu lui mets une montre et tu dis si tu as un problème, tu appuies sur le bouton SOS papa et on va retrouver le truc. Donc il y a des situations où ça peut vraiment être effectivement intéressant, des gosses qui ne sont pas capables d'utiliser un téléphone parce qu'ils sont trop petits. Mais voilà, faut rester en même temps sur ce genre de techno. C'est ça, mais en même temps, l'exemple que tu donnes, je le comprends, mais le petit carton avec le numéro de téléphone des parents, ça marche très bien aussi, ça marche très bien aussi, ça coûte rien, donc voilà. Mais ici, il s'agit de recyclage, si je puis dire, et d'un recyclage pas trop bête, dispensable, mais pas trop bête. J'ai envie. Enfin, il y a assez peu de marques qui s'attaquent à ce segment. C'est pour ça que je leur ferai les montres. Mais en même temps, ce seront les consommateurs de demain, ces petits-là. Donc, oui, c'est ça aussi qu'on voit. Donc, si plutôt on leur colle un truc comme ça au poignet, quand ils seront un tout petit peu plus grands, qu'est-ce qu'ils vont demander pour leur anniversaire, pour leurs 16 ans, ou leurs 14 ans, ou leurs 12 ans? Papa, maman, je voudrais celle pour adultes qui fonctionne avec le smartphone que je n'ai pas encore. Et voilà. Et donc, et de la marque, c'est de préférence. Ça, c'est Xavier qui a des enfants aussi, comme toi. Je pense que tu n'en penses pas moins. Non, mais bon, voilà, ils commencent à être un peu plus grands, c'est 15 et 12 ans, je fais quand même attention, mais j'ai Family Link, effectivement, même si mon cadet n'a pas encore de smartphone, je fais partie de ces irréductibles Gaulois qui lui ont pas mis encore un smartphone dans les mains à 12 ans. T'es un Gaulois, toi? Mais ça va venir l'année prochaine, il en aura un. Donc, maintenant, voilà. Ouais, enfin pour l'instant, il emprunte celui du frère, j'imagine. Il a une tablette, mais il n'a pas de smartphone. Ouais. Donc quand c'est chaud pour téléphoner en rue la tablette quand même. Hein. Oui, mais bon, il habite à. Enfin, non, on habite à 400 mètres de l'école.
Ah oui, tu l'accroches en Wi-Fi. Oui, c'est ça. J'ai lui offert un casque. C'est les écouteurs, c'est pour ça en fait, c'est pour pouvoir lui parler pendant les cours. Bref, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bonne idée, mauvaise idée, colle-t-on ce genre d'appareil entre les mains d'un... Ça s'adresse à des enfants de quel âge? Parce qu'on n'a pas précisé, mais c'est en dessous de 12 ans en tout cas, non? Oui. Quand je vois le design des trucs, voilà. C'est des vraiment les très jeunes jeunes, quoi, hein, ouais, les petits, quoi. Est-ce que vous marcher. pensez qui savent marcher 12 ans. et qui savent se servir de leurs doigts? Ah oui, et non, mais attends, après, j'ai pas mis tous les trucs commerciaux, mais dessus, tu as des watch faces, enfin, tu vas avoir des photos et tout le bazar. Ah oui, ils ont fait des partenariats avec Barbie, Marvel, Rubik's Cube, machin, etc. Enfin, voilà, Crayola, BBS. Que de la haute culture. Voilà. C'est une porte d'entrée. C'est terrible à dire, mais c'est quand même incroyable. Enfin, on touche quand même les enfants. On essaie de les enfin, en tout cas en Belgique, je pense que c'est le cas aussi en France, à les mettre à distance de certaines publicités, etc. Et de ne pas mettre la publicité près des programmes pour les enfants et autres. Mais sur le web, tout est permis. Et sur le truc-là, tout est permis aussi. Et ok, boomer, hein. Ben oui. Ben je sais bien. Non, on peut plus ça, tu sais, les générations d'aujourd'hui, tous les jours. Non, ne pas mettre de publicité à côté des programmes pour enfants, c'est pas des trucs de boomers, c'est la loi. Voilà. Mais ils ont tous contourné la loi. Oui, je parle de programmes de télévision. Si tu contournes la loi dans les programmes de télévision, t'as le CSA qui te tombe dessus en Belgique. Oui, en télévision classique, mais sur toutes les applications YouTube. Oui, c'est pour ça, c'est exactement ce que je dis. Il fallait écouter ce que je disais. C'est la jungle, c'est n'importe quoi. Le business, c'est comme ça. Si tu as un dessin animé, le lendemain, c'est ce qu'on vend. On vend des Lego avec ce dessin animé. Alors que nous, on avait des Lego pour faire des voitures, tu vois. Voilà, et on construisait des choses, nous. À la maison. Ou on faisait tout ça. Bref, mais passons à la suite. Une amende record pour un éditeur de jeux vidéo. C'est une des plus grosses amendes, d'ailleurs, je pense, Xavier. Tout à fait. J'étais pas fort inspiré par l'actualité ces derniers temps technologiques, mais cet aspect-là, même si ça concerne des jeux vidéo et que je connais pas spécialement le jeu en question, même si je sais que les enfants de l'âge de Damien y jouent. Mais j'aimais bien la mise en page. Non, ça concerne le sujet. Le sujet me semblait intéressant. En fait, c'est l'éditeur de Genshin Impact, qui est le nom du jeu, qui est connu sous le nom de Hoyosphere, qui a accepté de payer une amende de $20 millions à la Federal Trade Commission des États-Unis. Et en fait, c'est une sanction qui fait suite à des accusations de pratiques trompeuses qui sont liées aux loot box. Les loot box, c'est un petit peu les espèces de cadeaux, des boîtes qu'on doit ouvrir dans les jeux et qui trompent un petit peu les enfants en disant voilà, vous allez avoir une surprise dans la loot box. Et cette surprise défend. Il y a des loot box qui sont gratuites, il y en a d'autres qui sont payantes et ils ont également violé des lois sur la protection de la vie privée des enfants. Et en fait, la FTC leur reproche d'avoir commercialisé des loot box de manière à dissimuler les coûts réels de ce qu'ils voudraient obtenir finalement et à induire en erreur les joueurs sur les probabilités d'obtenir des récompenses. Donc en fait, ça les poussait du coup à acheter beaucoup plus. Et en plus, l'entreprise a permis à des enfants de moins de 16 ans d'effectuer des achats sans le consentement parental qui est normalement requis. Donc ils ont été vraiment contre la loi là. L'amende en plus de l'amende, en fait, Hoyoverse est maintenant obligé d'interdire la vente de loot box aux joueurs de moins de 16 ans sans le consentement parental. Et cette décision, elle pourrait heureusement inciter d'autres acteurs de l'industrie du jeu vidéo de peut-être revoir leurs pratiques commerciales avec ça pour éviter des amendes similaires. Donc moi je trouve c'est cet aspect-là plus que le jeu ou l'amende en tant que tel qui m'a interpellé. C'est vraiment cette pratique qu'on essaye de combattre qui est absolument abjecte, d'essayer de vendre des enfants avec des trucs qui leur tiennent à cœur et qui se disent oui mais pas vendre des enfants, vendre à des enfants. Vendre à des enfants. Il me semble que c'est ce que j'avais dit. Oui, non, ça a survolé. Parce que c'était pas, voilà, il faut quand même être... Mais donc, ça reste répréhensible, effectivement. On est bien d'accord. Cette pratique est abjecte
Et les enfants, en fait, ont le sentiment, en plus, de ne pas pouvoir jouer au jeu aussi bien que d'autres qui ont acheté le... On pousse à la frustration et la sortie de cette frustration passe par la carte de crédit des parents et c'est l'argent magique, il suffit de pousser sur un bouton et ça marche tout seul et c'est un très très mauvais exemple à donner et voilà, c'est... j'imagine que tout ça, c'est des histoires de boomers, Sébastien, c'est ça ? Oui. Mais attends, moi j'ai quand même un truc à rajouter sur ce truc. Mais bien sûr, c'est un truc de ouf. Alors déjà chez nous c'est interdit, donc c'est facile. Mais ça c'était une news du 20 au matin, je suppose que le 20 au soir, les mecs... Mais voilà, tout a changé, c'est réglé. Ce que je disais là tantôt. Ouais. ça c'est magique, il se passe des trucs foufou. Ouais. Mais attention, parce que là on les a enterrés. Parce que on a eu une version, celle qui a été commentée dans la presse, c'est la version de la FTC. La boîte a quand même répondu, le communiqué est un petit peu laconique, mais il le dit quand même. Effectivement, ils vont faire des améliorations parce que voilà, c'est dans le. Mais c'est dans le... ne touchez pas à la liberté des enfants. Toutes les allégations de la FTC, enfin pas toutes, une grande partie des allégations de la FTC sont inexactes. Ils disent néanmoins, ils ont accepté le settlement de 20 millions et il faut quand même savoir que certaines administrations, parfois, ils font un petit peu fort. Et donc, oui, voilà. Parfois, il vaut mieux payer. Ils avaient vu la famille de l'enfant et qu'ils font beaucoup plus que 16 ans, c'est ça? Non, il n'y a pas que ça, mais je comprends la remarque. Mais voilà. Mais donc, voilà. c'est vrai. Les mecs, ils ont accepté de payer 20 millions qui étaient peut-être... on est tous d'accord avec ça. C'est quand tu es sûr de ton fait et que même si c'est une administration qui juge, etc., on a le droit de contester et de dire non, moi je ne suis pas d'accord avec vous et d'aligner des arguments. Normalement, on devrait pouvoir le faire. Mais non, mais concrètement, c'est très difficile parce que bien sûr. La FTC a publié un truc. Publiquement, ils ont été défoncés. Et donc, ils ont totalement intérêt à changer leur fusil d'épaule, etc., etc. Mais voilà. Mais ça, c'est le problème. Je voulais juste dire, attention, c'est pas tout blanc. Mais ça veut dire aussi, et ça c'est un fait de société actuelle, peut-être qu'on ne pensait pas comme ça il y a 10, 20, tout en 30 ans, on prenait, voilà, c'était un communiqué d'un organisme officiel, on le lisait, on disait ah bon, ok, et puis les personnes incriminées se défendaient, bon, ok, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., on est déjà jugé coupable avant même d'avoir pu prendre connaissance de l'accusation, donc voilà. C'est vraiment un fait. Alors puisque voilà, tu me lances là-dessus, je vais pas aller dans tous les détails, mais effectivement, il y a eu un truc où nous, on a eu une publication. Et tu as les réactions des médias qu'on a eu effectivement en ligne, c'est on expliquait, mais attention, là tu as la piste A, tu dois avoir la piste B dans 3 mois parce que ça tu n'as eu qu'un son de cloche. Ils disent oui mais non, on peut pas attendre, il y a eu un truc, il faut que c'est urgent, on doit publier tout de suite. Non, tu vois, si tu veux une information complète, il faut attendre et il faut laisser le temps. Alors là, il y a d'autres libertés, d'autres raisons aussi. C'est que dans l'esprit des gens, le lendemain, c'est trop tard, quoi. C'est oublié. On sait plus. C'est ça le problème. Ça ne servira plus à rien. Et voilà, c'est fini. Donc la manière de traiter l'info parfois est un petit peu trop rapidement biaisée. Trop rapidement, ça crée des biais. Et donc ici, peut-être qu'ils ont vraiment foiré. C'est possible. Mais peut-être qu'ils n'ont pas totalement foiré non plus. En même temps, ils payent les 20 millions, hein, donc... Oui, mais ça, à mon avis, ils ont beaucoup plus de bénéfices, donc ils peuvent se permettre... Peut-être. Ok, d'accord, bon. Ça coûte moins cher parfois que de s'emmerder. Oui, c'est ça. C'est en même temps, les enfants, ils lisent pas les communiqués... Ah non, mais alors, ils vont continuer à jouer, ils s'en foutent. Ils vont surtout continuer à aller piocher dans le portefeuille de papa et maman. C'est un roman feuilletonnant de cette histoire de Carrefour, la grande surface, hein, les grandes surfaces, la chaîne quoi, de grande surface Carrefour, piratée ou pas, ou peut-être que oui, peut-être que non. C'est toujours un petit peu, enfin voilà, c'est chez nous en Belgique récemment il y a eu une panne informatique dans un hôpital très connu à Bruxelles, Saint-Luc, donc ils ont dû différer ils ont tout coupé, ils ont différé les consultations et certaines opérations non urgentes. Est-ce un piratage ou pas? C'est pas. On s'en vante pas en général quand on se fait pirater. Mais donc voilà. Ici on parle pas d'hôpitaux mais de magasins. Carrefour.
base de données client, hein, je suppose, Oui. quelque chose comme ça. Et ce qui est peut-être intéressant de détailler, c'est la méthode utilisée, si effectivement c'est un piratage. Oui, alors c'est intéressant et je vais faire effectivement un petit fil parce que fondamentalement, quand on attaque Carrefour, ici, ça fait un peu les choux gras parce que Carrefour, ça reste quand même un leader de l'agroalimentaire en France. Et il y a énormément de retailers qui ont succombé à des attaques ces derniers mois. Il y a vraiment eu beaucoup de bases dans la nature, et dont certains même plusieurs fois, hein, comme un LDLC, pour n'en citer qu'un, mais tout le monde y passe, sans exception. Et Carrefour ici est épinglé plusieurs fois. Alors, à tort ou à raison, voilà, à vous de faire votre opinion là-dessus. Je vais quand même donner 2-3 infos. Donc, commençons. Donc, c'est un mec qui a publié sous le nom de Lafouine dans un pirate un nouveau compte qui dit bah, moi j'ai 13 millions de comptes. Ok, peut-être, peut-être pas. Voilà, en tout cas, il est adossé par un certain nombre de pairs qui disent ah, c'est un nouveau compte, mais en même temps, il a été validé par les admins et on considère qu'il fait partie de groupes qui ont un peu moins tendance maintenant à donner trop d'informations parce que sinon ils se terminent tous en case prison. Donc ils se font discrets. Donc il est possible qu'il ait des informations sur des consommateurs, peut-être pas 13 millions comme on l'annonce au début, peut-être quelques millions, peut-être un peu moins. Peut-être que c'est Carrefour qui a... peut-être 2, oui, ici ils disent peut-être 1 ou 2. Effectivement, et même 1 ou 2, on se dit c'est beaucoup. Oui, peut-être. Alors, c'est Carrefour dit il n'y a pas eu de connexion illégitime chez nous, ce qui est plausible. Alors, si effectivement il n'y a pas eu de connexion illégitime, je vais vous expliquer ce qui est. Alors, pour le moment, ce qui est pensé être comme une des failles qui a été utilisée. Vous allez voir que c'est pas si couillon et en même temps c'est pas si compliqué que ça. Et c'est peut-être pas Carrefour, c'est peut-être un sous-traitant, c'est peut-être même bref. Ouais. Et alors quel est comment ils auraient récupéré des informations, qu'ils n'auraient pas réellement piraté les systèmes, il n'y a pas eu d'intrusion, ce serait du credential stuffing. Et en fait c'est pour ça que je voulais juste le remonter, c'est pour faire juste faites attention. Pourquoi? C'est peut-être pas celle-là qui a été utilisée chez Carrefour, mais c'est celle qu'on pense pour le moment qui pourrait être celle-là. C'est crédible. Oui, c'est crédible. Pourquoi? Parce que du coup, on va pas, avec le credential stuffing, on va pas réellement attaquer un système sur base d'une faille. On va attaquer un système sur base d'une liste de mots de passe qu'on a. Et donc, quand vous avez un mot de passe que vous avez été, qui a été dérobé sur LinkedIn, parce que LinkedIn a eu une fuite de mots de passe il y a des années, mais il y en a plein d'autres. Hein. Oui, pour ça, vous pouvez vous inscrire sur Google le fait, Firefox, la fondation Mozilla le fait, où vous pouvez mettre effectivement une série de vos infos, vos emails, et dès que vous avez un leak, ça remonte chez vous en disant « Oups, attention, il y a quelque chose ». Et donc, si vous avez l'habitude d'utiliser le même mot de passe dans un certain nombre de sites, le problème, c'est que font ces pirates, ils reprennent toutes ces listes, et ils les essayent tous en masse. Ouais. Et donc, à un moment, sur le site de Carrefour ou d'un autre, votre compte répond ça pop. Oui, ça pop en disant celui-là, j'arrive à me connecter avec. Et donc, ils n'ont pas réellement exploité une faille du système sur le site de Carrefour ou d'un autre. Ils ont exploité le fait que vous, en tant que consommateur, vous utilisiez le même login, le même mot de passe ou le même email, le même mot de passe sur plusieurs sites. Ouais. Alors, effectivement, il y a des moyens de se protéger contre ce genre d'attaque. C'est pas toujours évident, ça dépend de la manière dont ils le font. Moi, j'ai déjà vu pas mal de ce genre d'attaques sur des sites sites qu'on gère. En général, ces bots sont pas spécialement intelligents parce que ils essayent en masse pendant 1 ou 2 minutes toute une série de logins, et puis après ils changent, ils utilisent une autre IP, mais ils vont tellement à la dure que il faut pas longtemps pour voir qu'il y a un problème, et ils sont vite bannis avec de bons systèmes. Après 1 ou 2 minutes maximum, hop là, t'as banni tout un range d'IP. Souvent, tu sais te protéger assez bien. Donc, il y a moyen de se protéger contre ce genre d'attaque. C'est vraiment pas évident. Nous, on a des systèmes en temps réel pour le faire, pour calculer effectivement le nombre de hit miss en disant mais t'es en train d'essayer plein d'emails. Bon, à moins que tu sois complètement fou, t'as pas 100 emails connus pour toi. Ouais. T'as pas une bonne mémoire, toi. Voilà. Mais il faut effectivement des systèmes pour se protéger. Mais l'idéal, ça reste que tout le monde fasse attention à avoir au moins un minimum
un mot de passe différent par site, ça c'est un peu la base, ou sinon d'utiliser les passkeys. J'imagine l'admin système qui engueule le hacker en disant « Dites, quand on a autant d'adresses email que vous, on a quand même un peu de mémoire. Hein. » Voilà. Voilà. Mais peut-être pas avec l'accent belge. Ça s'appelle le credential stuffing. D'accord, ok. C'est plausible, c'est une possibilité que ce soit cette technique-là qui a été utilisée, si effectivement, mais comme les entreprises, et on peut le comprendre, ne se vantent pas de ce genre de méfaits, en général, essayent de se prémunir aussi et de garder la confiance de ses clients tout de même, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Il faut être honnête aussi. Alors, il faut savoir, mais j'ai plus le truc en tête, c'est que il y a des API qui vous permettent de vérifier quand vous gérez un site si un mot de passe est connu ou pas. Oui. Donc vous donnez pas le mot de passe, vous donnez un hash du mot de passe, comme ça vous savez pas faire vous n'avez pas le mot de passe en clair, hein, et donc ces API vont vous dire il fait partie des listes connues sur le dark web. À partir de ce moment-là où quelqu'un utilise ce mot de passe, vous pouvez lui dire non mais en fait ce mot de passe pas terrible, on préférait que tu l'utilises pas parce que il est connu. Donc là aussi c'est le genre de choses donc on met qui est une autre manière de faire que de demander de mettre des caractères spéciaux, des tirets, des espaces. Tu le fais en général, même si ça devient contre-productif. Oui. Mais tu peux au moins prévenir les consommateurs en disant mais t'inscris pas que ce mot de passe s'il est déjà utilisé ailleurs. Oui, c'est ça, oui. Un petit biais quand même, j'ai l'impression, moi, c'est un avis personnel, mais quand je constate autour de moi, j'ai l'impression que pour certains services, les gens sont moins regardants dans le choix du mot de passe qu'ils vont utiliser que dans d'autres. Je m'explique. Pour tout ce qui touche à l'argent, en général, là, on va faire quand même un petit peu attention. La banque, l'assurance, les machins, etc. On va quand même avoir un truc un peu robuste. Mais pour des trucs un peu... Voilà, le magasin, mon compte à la Fnac, machin, etc. On va peut-être réfléchir un petit peu moins à son mot de passe parce qu'il a fallu le rentrer vite au moment où j'avais l'action de l'achat était là et on était prêt à s'inscrire pour gagner quelque chose et donc on réfléchit moins. T'as pas l'impression de ça, toi, ou tu l'as pas constaté? Ouais, et puis je pense qu'on est quand même à l'aube de la fin du mot de passe, ce qui serait quand même une bonne chose pour la plupart des consommateurs, parce que ça emmerde beaucoup de gens. Ouais. C'est compliqué, c'est pas forcément la techno la plus sécure qu'on ait inventée. Surtout quand on sait qu'on peut le changer sur simplement un mail envoyé. C'est quand même, enfin voilà, la sécurité du truc en général, effectivement, la base c'est le mail, donc c'est pour ça que si le système base mail est corrompu, mais d'ailleurs il y a plein de services maintenant qui ne s'embêtent même plus. Non, avec le mot de passe. Il t'envoie le lien de connexion. Un lien de connexion, tu te connectes sur Slack, il n'y a plus de mot de passe, voilà, tu t'envoies un mail, tu cliques, tu es connecté. Ouais. Parce que de toute façon, tu vas pouvoir faire un reset, donc autant pas emmerder les gens qui veulent se connecter normalement. Hein. Exact. C'est les passkeys, ou en Europe, parce qu'aux États-Unis, on n'est pas encore gagné sur ce genre de techno, parce qu'ils sont un peu parano, je sais pas pourquoi, etc. Mais sinon, en Europe, on a ce genre de choses. Je ne vais pas vous mettre toutes les infos non plus, mais on a ce genre de choses. Ah, la carte d'identité électronique, oui. Des cartes d'identité. Et donc, on a des identités numériques, en dehors des cartes d'identité, dans quasi tous les pays européens maintenant. Ils ne sont pas encore 100% déployés, mais quasi. En France, il y a France Connect qui te permet d'avoir aussi. Nous, on a It's Me, on a la carte, on a plein de trucs qui te permettent d'avoir une identité numérique qui est forte, qui te permet de t'authentifier. Donc, il y a des solutions. Alors, on l'a toujours dit, en termes de sécurité informatique, c'est toujours une question de temps. Hein. Faut que facilité d'accès pour la masse. Si tout le monde ne sait pas se connecter... Voilà. Ok, bon, on a bien fait le tour de cette question. Évidemment, on avait un petit peu plus de temps en fin d'épisode et on s'est pas gêné pour en parler. Ne jetons pas la pierre à Carrefour. On sait pas encore vraiment ce qu'il en est. Non, bien sûr. J'ai presque envie de dire que ça peut arriver, mais ça devrait pas. Voilà. Mais en même temps, quel genre d'informations tu peux récupérer de chez Carrefour? C'est combien de boîtes de petits pois tu as acheté la semaine dernière? Non, c'est ton nom, ton email, ton adresse. Est-ce que effectivement après des habitudes de consommation ton mot de passe, tes cartes bancaires, parce qu'il y a aussi Carrefour Banque.
C'est pas faux. Des accès. Il y a des services annexes, oui, effectivement. Ok, bon, merci à tous les deux pour cet épisode riche en informations comme toujours. Je le rappelle, un hors-série devrait arriver. Mais je manque de visibilité sur l'avenir à 2 ou 3 jours, comme ça c'est compliqué. Ce sera la bonne surprise sans doute dimanche d'avoir un complément d'informations. N'hésitez pas à partager cet épisode, nos hors-séries également, que ce soit en vidéo ou en podcast, et de lever le doigt quand vous avez une question à poser, comme le fait Sébastien. C'est ça, donc j'ai un truc, l'information, parce que d'ici à ce que ce soit publié, comme ça c'est encore possible dans vos agendas, il y a, et alors si vous y allez, peut-être que vous aurez les chances de croiser certains d'entre nous. Ah oui. Il y a le FOSDEM. En Belgique le FOSDEM 2025 qui est le 1 et 2 février 2025. C'est gratuit. Ça, c'est déjà un truc. C'est libre, c'est du logiciel libre dans tous les sens. Et à l'université libre. Chez nous, à l'université libre de Bruxelles, au Solbosch. Donc, si vous avez quelques heures à investir, regardez, c'est fosdem.org simplement. Ouais. Et effectivement, il y a de grandes probabilités que si vous tournez aux alentours du dimanche, il va y avoir des Sébastiens. Il va y avoir des Sébastiens, c'est fort probable, plus si affinité. Alors si jamais, parce que ça m'est arrivé il y a de longues années, s'il vous plaît, si jamais vous nous croisez et que vous arrivez, effectivement, vous avez envie de nous dire bonjour, ça peut arriver, ça m'est arrivé. Et si vous avez envie de vous jeter à mon cou, n'hésitez pas, allez-y. Si vous faites 2 mètres 20, blonde, pardon, une 2 fois ma largeur et 150-200 kilos, et que vous arrivez à 2 cm de moi en me disant est-ce que tu es Sébastien, je dirais non. Si vous le demandez gentiment, je vous dirai oui, et on peut discuter 5 minutes. Mais ne faites pas peur de base en disant je vais me prendre un pain, peut-être qu'il a pas eu un sujet. Oui, faites-le avec le sourire, s'il vous plaît. C'est ça. Le drapeau blanc, je viens en ami, etc. Merci à tous les deux, merci Xavier, à très bientôt, merci à Seb, à très bientôt également, à vous aussi, à très bientôt. Passez une excellente semaine. Salut.